bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et surtout un bon week-end, un bon début de vacances pour ceux qui sont en vacances. Enfin bref, que tout se passe bien pour vous. On va débriefer, alors paf, mauvais écran, on va débriefer tout de suite des courses du week-end. J'espère que vous avez pu regarder, bien sûr. J'espère que vous avez kiffé, bien sûr. On va débriefer, bien évidemment, tout ça, les courses. On va faire des petites discussions aussi. N'hésitez pas, vous pouvez participer. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à passer. On est tous les mardis. Après les étapes de ski de fond, de biathlon, pardon, évidemment, là, pendant les vacances scolaires. Donc, la reprise qui sera attendez, je sais plus, je crois que c'est le 7 janvier, si je dis pas de bêtises. Je dois sûrement dire des bêtises, le 8 janvier. Donc voilà, il n'y en aura pas, bien évidemment, jusqu'au retour, à savoir il n'y en aura pas non plus déjà le mardi 13 janvier, puisque je serai occupé. Donc, en tout cas, voilà, c'est quasiment tous les mardis, mis à part un mardi. Enfin bref. On va débriefer de ces courses du Grand Bornand, étape française, bien sûr. On parlera aussi un petit peu de l'engagement plus tard, mais déjà les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des résultats? Pas mal de très bonnes perfs françaises. Ça fait bien plaisir. On a eu les meilleures courses, à mon avis, des sprints, des poursuites, des mass start. Voilà, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Les relais, c'est très cool aussi. En fait, tout ce qui est course en confrontation, c'est très cool, enfin, forcément. Donc, on a, au niveau des sprints femmes, on a Anna Heuberg, la grande sœur Heuberg, qui a gagné. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue à ce niveau-là. Elle grattait des fois un petit peu les top 6, mais elle a du mal à revenir, Anna Heuberg. Elvira aussi, d'ailleurs. Les sœurs Heuberg ont du mal un peu à revenir sur les devants de la scène. C'est un peu dommage, si vous voulez mon avis. Après, ça arrange que Lou soit plus sur les devants qu'elle, mais voilà. En tout cas, les sœurs Heuberg, c'est un peu dommage. Lou Jean Monod qui a terminé 2e et Doro 3e. Pour nos Françaises, on retrouve Justine Bressas-Boucher qui a fait une 7e place, Julia Simon une 14e place. Encore un peu dur sur les skis pour Julia. Malgré un 0 faute, elle n'a pas réussi à mieux se classer. Et voilà, Océane Michelon avec 2 fautes, du coup à 32e place. 34e place, Camille Benet malgré une seule erreur. Et 48e, Paula Beauté qui est remontée du circuit IBU. Parce que du circuit, voilà, c'est ça. Elle est remontée de l'IBU au circuit Coupe du Monde, étant donné ses énormes performances en IBU Cup depuis le début de la saison. On en parlera un petit peu après. Vous avez vu là, à la pape, en haut, il y a un petit peu le planning. Chez les hommes, c'est un doublé norvégien avec Vetle Christiansen et Johannes Dalle Kevdal. C'était solide. Surtout Johannes Dalle, il a fait un temps de ski stratosphérique. Il a mis une pilule à tout le monde ce jour-là. Et en 3e position, on trouve Emilien Jacquelin. Pareil, Emilien qui renoue avec le podium. Ça nous fait bien plaisir. Emilien qui avait fait des très belles courses à Orfilsen en termes d'attitude. Malheureusement, le tir, ça avait un peu pêché. Mais voilà, en tout cas, au niveau des courses, c'était superbe. Là, voilà, ça a enfin payé. Et tant mieux. Moi, je suis content vraiment que ça se passe bien. Et j'espère que ça va continuer de bien se passer, surtout pour Emilien. De manière générale, bien sûr. Au niveau des Johanna Lafbotten qu'on retrouve, 4e place, malgré un 0 faute. Un peu moins incisif sur les skis ce jour-là. Et Bakken, donc voilà, encore un Norvégien, et Samuelson qui clôt cette cérémonie des fleurs. Donc voilà, pour le sprint, 4 Norvégiens dans les 6 premières positions, c'était du solide. Voilà, notre Rico national qui fait 8e avec une erreur, Fab qui fait 2 erreurs, donc une 16e place, Quentin 3 erreurs, 20e place, Oscar 2 erreurs, Carl Lombardo 30e place, et Valentin Lejeune qui, avec ses belles perfs en IBU Cup, est monté sur le circuit Coupe du Monde, qui fait une 63e place. Pardon. Pour la poursuite, on a bien évidemment la victoire de Lou Jean Monod qui a gagné avec une avance assez confortable. Hein. Voilà, elle a fait une erreur, mais elle a vraiment ce qui est fort. Plus, elle n'était pas
Elle n'était pas très loin derrière Anne Heuberg, elle était à 3 secondes d'Anne Heuberg. Donc voilà, elle a très bien tiré, c'était une course... bah, oui, elle a fait une erreur, mais pour moi, je trouvais que c'était une course parfaite, en fait, en termes de gestion de tout, c'était parfait. Donc voilà, très logiquement, du coup, la première place, suivi Minkenen, qui est assez régulière, donc là, qui réussit quand même à faire une belle deuxième place grâce à un joli sans faute et Dorothée Avireur qui clôt ce podium. Julia Simon a noté 4e place avec une erreur. Et belle course de Julia, hein. C'est toujours un peu difficile sur les skis par rapport à avant. Mais voilà, ça revient un peu, en tout cas, c'est revenu sur cette course. Paulina Batowska-Fialkova pour la République tchèque qui fait 5e avec 2 erreurs. Elisa Vitozzi, 6e avec 2 erreurs. Et pour le reste de nos Françaises, on a Justine Brezas-Boucher qui fait 4 erreurs. Elle a fait une erreur à chaque tir. Un tir de poule. 4. Sur Rossane Michelon qui finit 22e avec 3 erreurs. Camille Benet, 28e avec 2 erreurs. C'est son pire tir, je pense, hors relais de la saison. Elle a fait 2 erreurs sur 4 tirs. On parlait des stats de tir, c'est vite fait. Juste comme ça, là, j'ai regardé par curiosité les stats de tir et les stats de ski. Bah, très clairement, Camille Benet, c'est celle qui a les plus grosses stats de tir de tout le circuit Coupe du Monde. Devant Vanessa Voigt, elle est en moyenne à 96,9%. Vanessa Voigt est à 93,1%. Ça fait une différence énorme. Enfin, voilà. Et pour info, chez les hommes, c'est Johanna Löfbotn qui a 96,2%. Devant Rico, qui est à un excellent 94,6%. Et, juste pour citer son nom, parce que j'en parle souvent pendant les viewings, Simon Eder, l'ancien, pour l'Autriche, 93,8%. Enfin, bref. C'était une petite parenthèse stade de tir. Donc j'en étais où? Camille Benet et Paula Bottet qui fait 32e avec 2 erreurs. Et pour chez les hommes, on a la victoire de Johanna Löfbotn. Johanna Löfbotn qui continue de performer. En fait, s'il n'est pas sur le podium, il est dans le top 6. Donc c'est juste prodigieux. Donc là, voilà, il gagne la poursuite avec un magnifique sans faute. C'est une course sans rien à redire. Emilien, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la course, poursuite, en gros, Johanna Löfbotn qui fait son dernier tir, qui du coup part un peu tout seul avec suffisamment d'avance. Et on retrouve un groupe de 3 avec Emilien Johannes Zalé et Éric Perrault sur la fin de la course. Et voilà, ça s'est joué au sprint dans la dernière bosse. Éric qui s'était pas assez décalé sur la droite, du coup qui laisse une petite porte à Emilien, et Emilien qui réussit à le dépasser. Éric qui du coup, pour faire tomber personne en fait, se met en poussée, perd un petit peu de temps par rapport à Johannes Zalé. Et donc voilà, c'est Johannes Zalé qui finit sur la 3e marche du podium et qui laisse Éric sur la 4e place. Voilà, belle 4e place quand même d'Éric, c'était une belle course, une seule erreur. Sébastien Samuelsson, 4e, et Martin Ponzuloma, 3e. Ponzi, qui, voilà, malgré 3 fautes, toujours rapide sur les skis. Ponzuloma, j'en parle souvent en termes de rapidité sur les skis. Il est tout simplement, en termes de temps de ski, 3e au global pour l'instant, derrière Samuelsson et Johannes Zalé. Voilà. Encore une fois, une petite stat que je donne comme ça. Pour les autres Français, Quentin Fillon-Maillet, voilà, c'est pas... Quentin, c'était pas son week-end, hein, le grand beau, pas ouf. 14e, 4 erreurs, 1 erreur à chaque tir. Fabien Claude, 3 erreurs, 17e. Oscar Lombardo, 47e avec 2 erreurs. Valentin Lejeune n'a pas participé à la poursuite puisque seuls les 60 premiers du sprint participent à la poursuite et il a fini 63e. Et enfin, pour la meilleure des courses, les premières Masters de la saison, c'est Maren Kirkeide pour la Norvège qui a gagné. Elle a été intouchable. Franchement, il n'y a rien à redire. Elle a fait, en fait, là on voit qu'elles sont toutes à une erreur, mais l'erreur que tu fais en tir, ça va dépendre à quel moment de la course que tu l'as fait. Maren Kirkeide, elle a fait son erreur à son premier tir, du coup ça lui a permis après de revenir, en fait, de rentrer assez vite et de rester dans les devants de la course, alors que Lou et Justine ont fait leur erreur au dernier tir. Du coup, voilà, Maren Kirkeide qui avait quand même une petite avance sur Lou et Justine sur le dernier tour. Lou et Justine n'ont pas réussi à la revenir. Maren, elle a été très rapide sur les skis. Elle a été solide. Elle a tenu... Vraiment, elle a tenu... Maren, elle a 22 ans. Hein. Maren Kirkeide. Donc c'est
c'est solide. Là, je suis en train de chercher ses stats de... Comment ça s'appelle? Pour Annecy, le Grand Bornand. En termes de temps de ski, voilà, elle a été 3e sur la Mastart. C'est fort. On va prendre les premiers et les deuxièmes, là. Je sais pas si je peux les trouver. J'arrive pas à les trouver. J'arrive pas à trouver le meilleur temps de ski pour cette course. Mais bon, bref. En tout cas, Marine Kirkadek a fait le 3e temps de ski. C'est à noter, bien évidemment. Attendez, bougez pas. Ouais, non, je ne trouve pas. Peu importe. Lou Jean Monod, 2e, et Justine Brezas-Boucher, 3e. Voilà, les deux qui sont un peu tirés à la bourre pour cette 2e et 3e place, avec malheureusement Camille Benet. Camille Benet qui finit 4e, mais qui était sortie, c'est vrai que j'ai pas dit ça. En fait, qui était sortie première du 4e tir. Et en fait, avec 12 secondes d'avance sur Marine Kirkheide, mais malheureusement, elle s'est fait doubler par tout le monde. Elle s'est fait rattraper à la fois par Marine Kirkheide et par Lou et Justine. Et malheureusement, elle finit 4e. C'est une belle 4e place, mais quand même un peu déception pour elle. Parce que, bah voilà, en fait, elle avait la gagne en main. Enfin, elle est sortie première avec 12 secondes d'avance. Mais un peu dur sur les skis, malheureusement, pour Camille. Amy Bassarga pour la Suisse, 5e. Et Franziska Preuss, qu'on retrouve. Voilà, elle avait fait l'impasse sur quelques étapes, mais malgré la première étape, Östersund. Non, pardon, à Urfizan, elle avait fait des impasses. Mais voilà, même Östersund, on ne la voyait pas trop. Donc là, voilà, retour dans la cérémonie des fleurs pour Franziska Preuss. Et sinon, pour les Françaises, Océane Michon, 15e. 21e, Julia Simon, et 23e, Jeanne Richard. Et les sommes, c'est Tommaso Giacomel qui a fait une course de patron. Il a été solide sur les skis. C'est vraiment, ça a été une fusée. C'était une fusée, tout simplement. Tommaso Giacomel, si on reprend sa course, en fait, on va se rendre compte que il a le 6e temps de ski sur cette course-là. Il ne fait qu'une erreur. Et ça lui permet de monter sur cette première marche du podium juste devant Eric Perrault. Il n'a pas réussi à la rattraper dans le dernier tour. Et Vetle Christensen qui finit 3e. Devant Justus Trello, 4e. Johan Olabotten, voilà ce que je disais, s'il n'est pas sur le podium, il est dans le top 6. Là, on peut voir. Hein. Le sprint, il n'est pas sur le podium, il est 4e. Là, il gagne. Il n'est pas sur le podium, il est 5e. Et 6e, Johannes Dalle. Johannes Dalle qui a fait, je trouve, moi, un très bon week-end. Hein. Il fait 2e, 3e et 6e. Disons que c'est... En fait, il a fait beaucoup d'allers-retours entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde. En IBU Cup, il cartonne. Le problème, c'est que chaque fois qu'il passe en Coupe du Monde, ça péclote un peu. Ou alors ça marche sur une ou deux courses et puis après, il s'effondre, surtout en termes de tir. Le ski, ça a toujours été solide, mais c'est le tir qui peut être catastrophique. Donc là, voilà, il est un peu plus régulier, on va dire. En tout cas, malgré ses erreurs. Chaque fois, il a fait 2 fautes à ses tirs. Il arrive à être suffisamment rapide en ski pour aller chercher quelque chose. Voilà. Emilia Jacquelin, 8e avec 3 erreurs malheureusement. Oscar, très belle 13e place. Devant Fabien qui lui a fini 19e et Quentin malheureusement 26e de cette Mastart. Pas, comme je disais pour Quentin, ça n'a pas du tout été un bon week-end malheureusement. Mais voilà, en termes global pour les Français, voilà, on a vu du Loup, on a vu de l'Emilien Jacquelin, de Éric Perrault, Justine Brezas-Boucher. Sur les podiums, franchement, c'est bon. On aurait aimé peut-être, allez, on va dire, là, une première place pour Eric pour la Mastart. Et là, pareil pour Lou. Et pour le sprint aussi. Sprint, Lou est longtemps resté première. Et en fait, c'est dans les derniers 800 mètres où Anne Berg a mis, mais même pas la 5e, elle a mis la 12e. Elle a réussi à récupérer énormément de temps sur Lou. Elle avait, je crois, 2 secondes d'avance, 2 secondes de retard, 2 ou 3 secondes de retard au dernier intermédiaire. Et elle finit avec quasiment 3 secondes d'avance sur Lou. Enfin bon, c'est assez phénoménal ce qu'elle a fait sur les dernières centaines de mètres. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces résultats. Passons un petit point classement général. Au niveau du classement féminin, on a Lou qui prend le maillot jaune. On l'a vu, elle l'avait pris déjà pour la Mastart. Elle l'avait même eu déjà pour le... Ah non, pour le sprint, elle ne l'avait pas. Pour le sprint, elle ne l'avait pas, mais pour la poursuite non plus. La Magnusson l'avait gardé pour un pouillème de points. Mais voilà, là, Lou prend la première place, juste devant Marine Kirkheide qui a fait des énormes courses.
Donc voilà, il n'y a pas un écart énorme entre Lou et Maren. Un petit peu plus avec Dorothée Avireur. Et Anna Magnusson, du coup, qui passe de la première à la quatrième place. Anna Magnusson qui a fait un week-end vraiment mauvais. Donc, enfin, mauvais. Vraiment mauvais. Voilà. Très en deçà de ce qu'elle a fait les semaines précédentes. Donc, voilà. Du coup, on a Maren Kerkade qui gagne la Master, donc qui récupère le dossard rouge, bien évidemment. Et Lou qui récupère le dossard rouge également pour le sprint. Celui de la poursuite restant sur les épaules de Sue Minkelen pour l'instant. Au niveau du top 10, on peut voir qu'on a quand même 4 Françaises, avec Camille Bonnet qui va être 6e. Non, 3 Françaises, pardon, je ne sais plus calculer. Et Justine Brezas-Boucher qui rentre dans ce top 10, grâce à justement notamment son podium. Et donc 9e place. Océane 12e, Julia 18e et Jeanne 23e. Et les hommes, Johan Olaf Botten, qui cumule beaucoup de dossards. Le dossard jaune, le dossard du sprint, le dossard de l'individuel, étant donné qu'il n'y a pas eu d'individuel de Östersund. Le dossard de la poursuite. Seul celui de la Mastart n'est pas sur ses épaules pour l'instant, puisqu'il n'en a eu qu'une seule, qui a été remportée par Tommaso Giacomel. Donc c'est Tommaso Giacomel qui a ce maillot de la Mastart. Mais bon, au niveau du classement, on a toujours Johan à la Botten, donc voilà, maillot jaune, comme je disais, qui a une avance quand même assez importante sur Eric. Pour ceux qui n'ont pas forcément les barèmes en tête, là, une victoire c'est 90 points, une deuxième place c'est 75 points, troisième place c'est 60 points. Donc là, même si Johan à la Botten finit le dernier, Erico le premier, c'est quand même Botten qui a gardé le maillot jaune. Montre un petit peu quand même l'avance qu'il a. Tommaso Giacomel, du coup, qui a juste une petite longueur d'Eric Perrault et Sébastien Samuelsson. Ensuite, voilà, on retrouve Sébastien Samuelsson, Vetle Christiansen, Sturla Egrid, Quentin Fillon-Maillet qui a baissé un peu. Voilà, la 5e place. Emilia, par contre, lui, qui remonte à la 8e place. Et Ponzi, qu'on trouve dans le top 10, Ponzi Loma, Martine. Voilà, c'est un peu dur. Lui, pour les. C'est un peu comme Johannes Dallé en termes de profil de ski. C'est Martine Ponzi Loma. Donc, j'avais dit là, le 3e temps de ski sur le global sur cette Coupe du Monde pour l'instant. Juste derrière, il y a Johannes Dallé et Sébastien Samuelsson. Donc voilà, c'est ces temps de ski souvent qui peuvent le sauver s'il fait les mauvais tirs, mais malheureusement, ce tir était trop mauvais pour l'instant. Et les autres étaient trop bons. Donc ça ne lui permettait pas trop de marquer des points. Suffisamment pour être plus haut dans le classement. Ensuite, on a Fabien Claude, 19e, Oscar Lombardo, 29e. Vous allez me dire, il manque des noms. J'ai enlevé certains noms qui n'étaient pas... Allez, j'ai mon chat qui pète un plomb. Oui, il pète un plomb. J'ai enlevé certains noms, en fait, de ceux qui font notamment pas mal d'allers-retours en IBU Cup. Voilà, typiquement, Gillian Guigona qui est redescendu en IBU Cup. Pour l'instant, tout comme Antonin Guigona et Fabien Claude. Antonin Guigona et Gillian Guigona dont on va parler juste après. Donc voilà, au niveau du classement général, pour l'instant, chez les hommes, c'est quand même... Il y a quelques changements, on va dire. Mais Johan Botten qui domine. Chez les femmes, c'est un peu plus ouvert pour la première place. On espère que Lou va pouvoir bien se reposer et revenir à taquet pour ce retour après les fêtes à Oberhof en Allemagne. Voilà. On va passer du coup, s'il n'y a pas de machin, de toute façon sur le classement, on va pas non plus passer trop de temps à le commenter. Hein. On va passer à un petit truc qui... Voilà, j'ai envie de parler, mais en fait, des perfs en IBU Cup. J'avoue, je vais être très honnête, je suis pas très souvent l'IBU Cup, mais là, j'ai vu passer un petit truc sur Instagram. En fait, ça m'a un peu choqué. Du coup, je suis allé un peu creuser, et c'est vrai qu'en fait, c'est assez ouf ce qui se passe. Donc, on va en parler justement. On va en parler tout de suite. À savoir, j'ai préparé des petites stats. Voilà, pour que ce soit plus parlant. Voilà. Hop, on va pas. Ah bah non, on va pas très bien du tout. Chez les femmes, je sais pas si vous voyez bien. Il y a eu 7 courses individuelles. Enfin, que ce soit. Attendez, pourquoi j'ai mis 8? Non, c'est 7 aussi chez les hommes. Sur 7 courses individuelles, 6 fois des Françaises ont fini à la première place. 4 fois Paula Bottet, c'est ce que je dis, Paula a cartonné en IBU Cup, c'est aussi pour ça qu'elle a pu venir au Grand Bornand. Une fois par Voldia Galmas-Paulin et une fois par Sophie Chauveau. Sophie Chauveau qu'on avait déjà vu en Coupe du Monde, mais qui était redescendue pour des résultats un peu moins bien.
que voilà, là, il y a une grosse. Enfin, on le voit, il y a quand même une énorme densité dans cette équipe féminine. En IBU Cup, il y en a beaucoup qui réussissent. Donc, toujours sur cette course, 5 fois une deuxième place. D'un coup, il y a eu 6 fois première place, 5 fois deuxième place. Je vous laisse un peu faire les calculs pour. Voilà. Mais voilà. On retrouve Voldaya et Galmas Paulin, troisième. Quand elle finit sa troisième, c'était souvent Paula la première. Ensuite, on a Célia Enaf. Attendez, je me suis perdu. Et Amandine Mangin. Et 5 fois à la troisième place, avec toujours Voldia Galmas Paulin, Paula Beauté, Sophie Chauveau et Célia Enaf. On va retenir aussi des très belles performances de Fanny Bertrand et de Gilone Guigona qui sont souvent dans la cérémonie des fleurs. Au total, chez les femmes, il y a eu 2 quintuplés, 1 triplé et 2 presque doublés. Pourquoi je dis presque doublés? Parce que c'était pas forcément première et deuxième place, mais en tout cas, on avait 2 Françaises qui étaient sur le podium. C'est juste une domination pas écœurante, mais pour les autres adversaires, en fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Clairement, il n'y a pas beaucoup de place. Chez les hommes, c'est un petit peu moins dominateur que chez les femmes, mais ça reste très impressionnant. À savoir, sur ces courses, justement individuelles, on a 2 fois des Français qui ont réussi à aller sur la première marche du podium. 2 fois. Attendez, je dis des bêtises. Non, je dis 2 fois. Donc c'est bien ça. J'ai cru que je m'étais trompé. Mais... Donc on a Damien Levet et Antonin Guigona. Par contre, on a réussi à faire 5 fois les deuxièmes places avec Valentin Lejeune et Oscar Lombardo. Et donc Valentin Lejeune, 4 fois deuxième place. C'est pour ça, du coup, qu'on l'a vu aussi au circuit principal. Et 5 fois une troisième place avec Oscar Lombardo, du coup, Damien Levet, Antonin Guigona et Gaëtan Paturel. Voilà. Après, on a toujours des Français, donc Tanguy et Guiro Poyo. Oh la vache, j'ai du mal à le sentir. Donc, Tanguy Guiro Poyo, qu'on a retrouvé sur la cérémonie des fleurs. Donc, Damien Levet, donc on l'a retrouvé plusieurs fois, encore une fois. Enfin, bref, chez les hommes, c'est pareil. Il y a eu un quadruplé et un triplé. C'est énorme aussi. Sur cette course individuelle, il y a 2 fois, on a placé soit 4 Français, soit 3 Français. C'est fort. Et petit point sur les relais, il n'y a eu que 2 relais pour l'instant, un single mixte et un mix, et on a tout simplement gagné les 2 relais. Fait un petit peu rigolo, le single mixte, donc c'est 2 athlètes seulement, et le mixte, c'est 4 athlètes, 2 hommes, 2 femmes. Le single mix a été couru par Gilone Guigona et Antonin Guigona, du coup, la fratrie qui a gagné ce single mix. C'était juste, voilà. C'est mignon, c'est beau. Ça a dû être hyper intense pour eux. Donc, moi, je trouve ça cool. Ça montre qu'en IBU Cup, il y a aussi une très forte densité et que si tu performes pas bien en Coupe du Monde, derrière, il y en a qui sont là, prêts à te récupérer ta place. Alors, c'est pas parce qu'ils montrent que forcément ça va faire des perfs. Johanna Love-Botton, on l'avait pas trop vu l'année dernière, il était pas beaucoup en IBU Cup, mais c'est un peu, je dis pas que c'est un extraterrestre, mais voilà. Johannes Dalé, on l'avait vu faire plusieurs allers-retours. Donc ça peut prendre quand même un peu de temps. Camille Benet, c'est l'exemple de justement celle qui a notamment gagné le Gros Globe l'année dernière en IBU Cup, qui monte et qui performe extrêmement bien pour une première saison. On avait vu Océane Michelon et Jeanne Richard l'année dernière, pareil, à leur montée, elles avaient extrêmement bien performé. Elles avaient toutes les 2 fini dans le top 10 mondial à la fin de la saison, qui est énorme pour une première saison. Enfin bref, il y a la jeunesse qui pousse. Faut pas se relâcher, quoi. Faut pas se relâcher quand on a un vieux et qu'on a 27-28 ans. Calme. Voilà. Les vieux de 27-28, calmez-vous. Autre sujet, voilà, sans transition aucune. Voilà, je passe du coq à l'âne et de l'âne au cachalot. Sans aucune transition. Moi, je voulais parler d'un petit truc, c'est la neige. Là, on a encore vu au Grand Beau. C'est une piste qui est tracée et autour, il n'y a rien. Ostertoon, c'était déjà ça. Il a neigé un petit peu pendant les étapes, mais clairement, tous les premiers jours, c'était une piste qui était tracée. Et même ce qui a neigé n'aurait jamais suffi pour permettre de faire une piste de manière naturelle. Peut-être qu'il a neigé en tout à la fin, en raclant bien tout au milieu, on aurait pu faire une piste, mais en tout cas, ce qui a neigé n'aurait pas suffi à faire une piste naturelle. Donc ça, c'est à Östersund. À Orphizen, c'était exactement la même chose. On avait la piste qui était tracée et tout le reste autour, il n'y avait rien. Oberhof,
Il y a souvent le problème, on verra après en janvier, mais voilà, Oberhof, les athlètes se plaignent régulièrement d'Oberhof parce que c'est souvent des conditions catastrophiques. Brouillard ou manque de neige. Je crois que c'est Johannes qui disait, ou je sais plus quel athlète qui disait qu'à Oberhof, en gros, ils éclataient plusieurs paires de skis parce que il y avait trop de cailloux qui ressortaient à cause d'un manque de neige. Donc voilà, ils éclataient des paires de skis comme ça. Donc on a quand même de plus en plus d'étapes, moi je trouve, qui ont un manque de neige. Et on a un calendrier là qui en plus se densifie. Là, cette année, il y a une étape qui a été rajoutée. Bon, après, c'est l'année olympique, c'est peut-être un peu spécial, hein, mais après, je vais peut-être faire je sais pas comment dire, mais je pense qu'il serait temps pour l'IBU de réfléchir en se disant, bon, enfin, réunir un peu tous les acteurs principaux sur la table et dire, en fait, il y a un changement climatique qui est en train d'opérer, on a un problème de neige dans les stations de basse altitude, on sait que la neige arrive de plus en plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire du snow farming et à utiliser les engins de chantier pour tracer les pistes qui vont servir juste pour un week-end, avec toute la logistique que ça entraîne derrière? Ou est-ce qu'on se dit, bon, peut-être qu'on cherche des sites qui ont de la neige un peu plus tôt, donc des sites qui sont plus hauts en altitude, mais du coup, derrière, ça entraîne d'autres problèmes, hein, forcément. Plus en altitude, soit ça se trouve, il faut que tu construises un stade de biathlon avec notamment un pas de tir. Et puis du coup, on sait que l'altitude, les athlètes, c'est un peu plus compliqué. L'étape d'Antols, qui est à 1600 mètres, on en parle régulièrement en disant, bah ouais, voilà, les organismes ne sont pas hyper habitués, tout ça. Donc, avec notamment ce genre de problème-là qu'il peut y avoir. Ou soit, bah en fait, on continue comme on est et on ferme. Pour moi, ce serait un peu fermer les yeux, en fait, sur ce qui est en train de se passer dans le monde en disant, bah voilà, on continue à faire nos pistes. C'est un débat. Il y en a qui vont se dire, bah ouais, mais c'est quoi le problème à tracer une piste avec de la neige de snow farming ou de la neige qu'on a produit en canon juste avant, s'il a pu faire assez froid d'ailleurs, parce que des fois il fait pas assez froid pour produire la neige avec les canons. Donc, où est le problème à utiliser les engins de chantier, sachant que, bah, au final, des piscines, il y en a je sais pas combien de milliers en France qu'on chauffe même en hiver. Les patinoires, il y en a je ne sais pas combien qu'on continue de refroidir même en été. Du coup, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, personnellement, je trouve que oui. Je trouve que vouloir à tout prix faire des courses de biathlon sur des endroits où il n'y a pas de neige, de plus en plus tôt dans la saison, quitte à ce qu'il n'y ait pas de neige, moi je trouve perso que c'est un souci, parce que ça montre une déconnexion par rapport à ce qui se passe au niveau climatique. Voilà, je dis pas qu'il faut tout arrêter, parce que ça reste un sport et sinon tu arrêtes tout en fait, mais je dis juste qu'il faut peut-être avoir une réflexion là-dessus. Il faut peut-être se demander justement s'il ne faut pas se tourner vers des stations de plus haute altitude. Après, peut-être que des stations ne voudraient pas, mais voilà, en général, les sports de glisse, les sports de ski, c'est souvent des sports qui sont proches de la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ne serait-ce que du ski de fond en balade ou en sport, mais en fait, tu es tout de suite dans la nature. Alors oui, il y a des gens autour de toi, mais voilà, tu n'as pas de remontée mécanique, tu es quand même tranquille. Je ne blâme pas les remontées mécaniques, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un petit peu plus, entre guillemets, proche de la nature déjà, les sports ski de fond, biathlon, etc. Du coup, quand tu as un sport qui est un peu plus proche de la nature, mais que derrière, tu fais des choses qui sont pas forcément pour, enfin, je trouve que c'est un peu dithyrambique. C'est pas faux. Donc voilà, je sais pas, moi personnellement, je pense que j'essaierais de faire en sorte de trouver des sites où il y a vraiment de la neige. Ça simplifierait peut-être pas mal de choses. Ça en complexifierait peut-être d'autres, mais voilà. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, pour YouTube. Et pour Twitch, n'hésitez pas à m'en parler. Hein. En attendant, du coup, si il n'y a pas on va passer à la dernière rubrique habituelle. Qu'est-ce qu'on met, pardon, en tant que cible? À qui on met une cible sur le dos parce qu'on en a un peu marre de lui ou parce qu'on veut le surveiller? Qui doit aller régler sa carabine et qui doit un peu farter ses skis parce que ça se traîne un peu sur la piste? Moi, la cible, voilà, je l'avais déjà mise. Je la remets peut-être. Peut-être qu'il faudra changer un peu le concept. Peut-être qu'il faudra se dire, mettre des règles maintenant sur cette rubrique. Mais Johan Olav Botton, clairement, il garde une cible sur le dos, mais fort, quoi.
Il est toujours présent, même quand il n'est pas sur le podium. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est dans le top 6. Il est indécrottable. Ça va être compliqué. Et éventuellement, si on voulait mettre une autre cible, moi je la mettrais sur Younes Dallé. Il a montré des belles choses là. Et pas qu'il continue un peu trop dans cette lancée, quoi. Sinon, ça peut être dangereux. Younes Dallé qui tire en plus à 10. Si jamais il tire à 10 sur 10, ça va être chaud. Mais bon, après, il nous a déjà montré qu'en termes de pourcentage de tir, c'était pas ça. Donc on verra. Qui doit régler sa carabine? Là, clairement, pour moi, c'est Quentin. Là, cette semaine, Quentin n'a pas du tout assuré au tir. Enfin, il y a des fautes dans toutes les courses. Hein. Au niveau du sprint, on a 3 fautes. Du coup, un sprint, c'est 2 tirs. Un tir couché, un tir debout. Donc 3 fautes. Donc c'est un 7 sur 10. Pour la poursuite, il est à 16 sur 10. Et pour la mass start, il est à 15 sur 20. Pardon, pour la poursuite, il est à 16 sur 20, bien sûr, passé sur 10. Et pour la mass start, il est à 15 sur 20. C'est pas... Ça va pas. Ça va pas, Quentin, ça va pas. Donc là, c'était pas son week-end. Peut-être qu'il il va réussir à se reprendre un peu. C'est difficile depuis plusieurs saisons pour Quentin. Des fois, ça va super bien. Les étoiles sont alignées et du coup, ça cartonne. Et la plupart du temps, les étoiles sont pas alignées et du coup, c'est compliqué. Donc, voilà. C'est malheureux. Mais voilà, faudrait régler un peu la cara. Et qui doit farter les skis? Je l'avais déjà dit. Je le redis du coup. Ce serait peut-être pour moi Camille Benet. Voilà, moi ça va. Alors, je dis ça, mais sans aucune méchanceté. Et de toute façon, c'est pas le but d'être méchant, de stigmatiser cette rubrique. C'est juste, voilà, mettre un peu des athlètes, dire un peu ce qu'on attend. Camille Benet, moi ça m'a vraiment fait mal au cœur. Cette Mastart où elle est première avec de l'avance, elle se fait doubler par tout le monde. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait penser à, comment ça s'appelle alors, dans une moindre mesure, mais à Marthe Osbourg-Reuseland, c'était les championnats du monde de la Mastart à Orphison, je crois. Il me semble, je sais plus, je me souviens plus exactement. Où du coup Ingrid Tendrevold et Marthe Osbourg-Reuseland se tirent la bourre pour la 2e ou 3e place. Et d'ailleurs, non, c'est même pas ça. Je crois qu'il y avait même Lisa Vitozzi qui était première et qui se fait rattraper par tout le monde. Et puis après, Marthe Osbourg-Reuseland qui se fait poser par Ingrid Tendrevold et qui se fait rattraper sur les derniers centimètres par Ah, j'ai un énorme trou de mémoire et pourtant c'était mon athlète préféré à l'époque, par Thierry Lecoff. Ah ouais, ça m'a fait penser un peu à ça. Là, du coup, c'était quand même assez dur de voir Camille se faire rattraper par tout le monde et de voir que, voilà, elle était capot ouvert, elle pouvait rien donner de plus et elle finit 4e alors qu'elle avait 12 secondes d'avance. Donc, ce serait ça. Mais voilà, ça va venir en fait. La vitesse en ski, elle a eu des problèmes de santé. Elle a cartonné en IBU Cup l'année dernière. La Coupe du Monde, c'est encore un autre niveau. Donc, on va quand même lui laisser un petit peu le temps de se mettre un peu dans le bain, tout ça, quoi. Donc voilà. Moi, ce serait plutôt, du coup, dans Camille Benet, je pense, pour le pain de farce. Voilà qui clôture cette 3e émission. Donc, comme je disais au tout début, il n'y aura pas d'émission, du coup, avant le... Donc, si je reprends le planning. Donc là, on a les courses de Borov qui commencent le 8 janvier. Donc, théoriquement, j'aurais dû faire le 13 janvier, mais je ne serai pas là. J'ai un truc au boulot et c'est impossible de faire quoi que ce soit pour pouvoir être présent. Donc, ce sera le mardi 20 janvier à la suite des courses de Ruhpolding. Donc, on verra si on débriefera rapidement les courses de Borov. On fera peut-être pas un point complet des positions, etc. Peut-être qu'on débriefera juste de manière globale. On débriefera peut-être juste les courses de Ruhpolding dans le format actuel. Donc voilà, rendez-vous le 20 janvier à 18h pour la prochaine émission, le pas de tir. Par contre, au niveau des viewing parties, bien sûr, on peut n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous verrez sur la chaîne Roulio le chat, vous verrez le planning. Je le mettrai notamment pour les viewing parties. Mais on pourra se retrouver le 8 à 14h pétante, ou presque, pour regarder ensemble le sprint masculin. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas pour YouTube à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu. Et en attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et je vous dis à la prochaine. On a oublié, mais c'est la fin là. Ah oui, si on oublie un peu les trucs là. Bon, allez,
Ciao, ciao, à la prochaine.